Hey, je m'excuse tout le monde, j'ai un problème technique là. Euh, non, c'est OK. Il y a une petite question. Serge, la dame de 57 ans, c'est un diabète de type 2. Bon, ça ici. OK. C'est que, bon, tout le monde voit, on reprend ça. Donc ici, c'est ça. Au niveau de la. On a augmenté sa dose. Et là, à ce moment-là, le TSH a droppé parce que l'hypophyse s'est dit il y a bien trop de T4 dans le sang, il faut ralentir la production. Le problème, c'est que sa glande thyroïde ne fonctionne pas à cette dame-là, donc c'est le synthroïde qui devient l'hormone de remplacement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là sur son bilan lipidique? Les triglycérides ont chuté à 0,6. Ces HDL ont monté à 1,82. Ces LDL ont droppé à 2,7. Son ratio cholestérol total avec les HDL est droppé à 2,6. Est-ce qu'il y a eu une amélioration de ces SD-LDL? Si on regarde ici, là, en théorie, le 10 janvier 2017, si on aurait regardé son NMR, son bilan lipidique, à ce moment-là, les chances qu'elle ait des SD-LDL sont extrêmement élevées. Les triglycérides sont hauts, son ratio à 4,8 est relativement très haut et ses HDL sont bas. À ce moment-là, son bilan lipidique, son NMR devrait être pourri, presque. Tandis que si on monte si on regarde celui-là ici, en théorie, avec des triglycérides à 0,6, avec un ratio à 2,6, théoriquement, on devrait voir que ces SDL devraient avoir diminué. Et effectivement, ici, ces SD-LDL sont très élevés. Oups! Au deuxième, belle diminution. Au troisième, il n'y a plus rien. Juste parce qu'on a augmenté le synthroïde, juste à cause de ça, bang, son risque de maladie cardiovasculaire vient de disparaître pratiquement. Juste être sûr. Encore une fois, c'est ça. Ici, il y a une étude sur hypothyroïde, des patients avec hypothyroïdie. Qu'est-ce qui a la plus grande corrélation avec les maladies cardiovasculaires? C'est les triglycérides qui sont élevés et les HDL qui sont bas et la présence de SD-LDL. La corrélation, je disais, les p-values, p-value 0.0001, corrélation directe ici avec des LDL qui sont oxydés. Chez les personnes qui ont des problèmes de glandes thyroïdes, encore une fois, triglycérides et ainsi de suite. Bon, maintenant, on arrive à la section le LDL et le risque. Comment évaluer mon risque en fonction des LDL? Qu'est-ce qui prédit le risque de maladie cardiovasculaire? Est-ce que c'est le LDL, seulement le LDL-C? Ah, puis c'est ça, tantôt, j'ai oublié complètement d'expliquer ça. Parce qu'on a le LDL-C et le LDL-P. Le LDL-C, c'est le contenu c'est ça. C'est le contenu de cholestérol, tandis que, non, le LDL-C, c'est ça, c'est la quantité de cholestérol qui est calculée à l'intérieur des particules, et les LDL-P, c'est la quantité de particules. Donc, un LDL-P, c'est le nombre de LDL qui circulent, et le LDL-C, c'est un coup que je déboîte mes LDL, c'est la quantité de cholestérol que ça contient. Donc, LDL-C ici,
LDL-C, c'est ça que vous avez dans vos prises de sang standard quand on mesure votre cholestérol. Par rapport au risque, OK? Si mon cholestérol C, mon LDL-C est en bas de 2,6, j'ai un risque de 1. Si mon LDL-C est au-dessus de 2,6, mon risque monte à 1,13. La variation est pratiquement pas significative. Cependant, si à l'intérieur de ce LDL-là, j'augmente la quantité de SD-LDL, c'est à ce moment-là que mon risque, avec un p-value de 0,001 ici, augmente à 1,86. Ça, ici, c'est une augmentation significative. Et même si mon LDL-C est en bas de 2,6, ce qui peut arriver, si ce LDL-là est composé majoritairement de beaucoup de SD-LDL, mon risque est à 1,61. Donc, quand on vous parle de réduire vos LDL pour réduire votre risque, on ne vous parle pas de la bonne chose. Dr. Scaris l'a dit tantôt. Le problème, ce n'est pas les LDL. Le problème, c'est les SD-LDL, les petites dimensions. Même chose ici. Les concentrations small dense, low density lipoprotéines. Si ma concentration monte, mon risque augmente. Ça, c'est le facteur de risque ici à gauche. Avec les années, c'est sûr que, bon, plus je vieillis, plus mon facteur de risque augmente. Mais si j'ai beaucoup de SD-LDL, mon facteur de risque augmente beaucoup plus. Ici, c'est des LB-LDL. C'est quoi des LB? C'est des large and buoyant. Ça veut dire des LDL qui sont grosses et qui ont une grande flottabilité. À ce moment-là, mon facteur de risque augmente quand même avec l'âge. Cependant, il augmente identique partout. Je n'ai pas d'augmentation supplémentaire parce que j'ai des SD-LDL. Une autre étude. Non seulement il n'y a pas d'augmentation du risque, il y a une diminution du risque. On regarde ici un follow-up, 7,3 années. Si j'ai beaucoup de LDL-C qui sont petites, on regarde ici, oui, il y a une augmentation du risque. Si j'ai beaucoup de LDL-C qui sont grosses, non seulement le risque reste à 1 ici, mais dans le T3, si mon T3 est diminué, mon risque diminue. Donc, j'ai une amélioration. C'est que je peux même avoir un LDL élevé et que ça devient un facteur de protection si ces LDL-là ne sont pas des SD-LDL. Qu'est-ce qui prédit les SD-LDL? Les triglycérides. Ici, les triglycérides en bas augmentent. Et qu'est-ce qui augmente? C'est les SD-LDL. Si mes triglycérides diminuent, les SD-LDL diminuent. Donc, triglycérides reliés directement. OK. Une autre façon de prédire cela, est-ce que le HDL est un bon prédicateur pour prédire si j'ai... en passant, ça, c'est pas à jeun et en rouge, c'est à jeun. Mais c'est pas grave. Là. Et est-ce que les HDL est un bon prédicateur pour savoir si je vais avoir des SD-LDL dans mon sang ou pas? Absolument pas. Est-ce que mon cholestérol total
Est-ce que c'est un bon prédicateur? Absolument pas. Pas du tout. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui regarde un bilan lipidique, puis qui voit le cholestérol total, puis qui tout de suite, il capote à cause que le chiffre est élevé, c'est parce qu'il n'a pas compris. Là. Le cholestérol total, il ne vaut rien. Est-ce que les LDL-C, c'est un bon prédicateur? Pas vraiment. Les triglycérides pris tout seuls sont un meilleur prédicateur que les LDL-C. Après ça, on a le ratio triglycérides divisé par les HDL, qui est encore un meilleur. On aurait les non-HDL, ce qu'on appelle toutes les particules non-HDL, qui seraient un peu l'équivalent des triglycérides. Mais après ça, on a les LDL-C divisés par les HDL. Et le meilleur, c'est les triglycérides totales divisés par les HDL-C. Il y a des gens qui ne l'aiment pas comme ratio, mais ça reste que présentement, ce ratio-là, pour prédire les SD-LDL, c'est le meilleur. C'est celui qui a la meilleure correspondance. Si on regarde ici, ouais, c'est ça, celle-là, on va la regarder vite, parce que c'est une comparaison, dans le fond, qu'on compare des patients qui sont diabétiques de type 2 avec, ici, c'est sans diabète de type 2, ici, avec diabète de type 2. Et à ce moment-là, le risque était mieux prédit par les LDL-C divisé par les HDL. Après ça, on avait les triglycérides. Dans le fond, pourquoi on présente celle-là? C'est tout simplement pour vous dire que deux choses. Il y a deux choses qui sont importantes ici. C'est que tout dépendamment du contexte, certains ratios peuvent être plus prédicateurs que d'autres. Des fois, les triglycérides total, le cholestérol total divisé par les HDL est un peu mieux. Des fois, les LDL divisé par les HDL est un petit peu mieux, tout dépendamment du contexte. Mais ce qui est important, j'attire votre attention aussi, c'est les triglycérides ici. Malgré le fait que les triglycérides, on le voit, là, sont à la base de la problématique, si j'ai des triglycérides élevés, j'ai beaucoup de SD-LDL. Pourtant, la lecture des triglycérides n'est pas un bon prédicateur. Et quelle est la raison de ça? Pourquoi que les triglycérides ne sont pas un bon prédicateur? C'est tout simplement parce que, on dit ici, triglyceride effect has been underestimated. La raison pour laquelle, c'est que les triglycérides sont très, très, très variables. Les valeurs des triglycérides se promènent partout. Le professeur Scaris, ce qu'il dit dans le fond, c'est que ça saute partout. Ça veut dire qu'une journée, je peux prendre une prise de sang, avoir 0,5 mmol par litre, et le lendemain, avoir 1, le lendemain, avoir 1,5, après ça, redescendre à 0,5. Donc, en réalité, et ici, on dit ici que les triglycérides et HDL se suivent. OK? Et these autres treatments to increase HDL-C not very effective. Non seulement les traitements pour augmenter les HDL-C, à un moment donné, ne sont pas efficaces. À un moment donné, il y a les pharma qui ont inventé une pilule pour augmenter les HDL. Ils se sont dit, hein, les HDL, c'est les bons cholestérol. On va inventer une pilule qui augmente les bons cholestérol. Et malheureusement, ils ont été obligés d'arrêter les essais extrêmement rapidement parce qu'il y a eu des décès. Quand les HDL montaient de façon artificielle avec des pilules, les gens mouraient à cause de ça. Cependant, comme je l'expliquais, les HDL suivent les triglycérides. Cependant, les HDL, eux autres, ils ne sautent pas partout. Leur niveau est stable. Ce qui fait que la meilleure façon de mesurer les triglycérides, ce n'est pas de mesurer les triglycérides, c'est de mesurer les HDL. Parce que les HDL vont donner une meilleure idée du niveau de triglycérides
que les triglycérides eux autres mêmes. Si mes HDL sont élevés, mes triglycérides vont être bas. On le voit, c'est ça. OK. Et comment on peut faire pour réduire les triglycérides? Comment on peut faire pour réduire les SD-LDL? C'est pas compliqué. Oui, c'est vrai, on peut prendre une statine, mais il y a des risques. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est une alimentation low carb, une alimentation faible en glucides, élevée en gras. On le voit ici. LDL du type B, c'est la première dimension qui est problématique. Plus j'augmente mes glucides, mes hydrates de carbone, mes glucides, et plus la quantité, le pourcentage de LDL vont être du phénotype B, des petites, des SDL, la première catégorie des SD-LDL, va augmenter. C'est une relation linéaire directe. Je mange des glucides, mes SD-LDL de type B, la première dimension, va augmenter. Ici, une étude de Volek, entre autres. La chose que l'alimentation faible en glucides fait le mieux, c'est de baisser les triglycérides. 39 % de diminution. Baisser les SD-LDL. 30 % de réduction. C'est le premier impact le plus significatif d'une alimentation faible en glucides, c'est d'abaisser les triglycérides et c'est d'abaisser les SD-LDL. Ici, on prend un exemple, une femme qui est passée à l'alimentation LCHF. Donc, est à 0,8, c'est triglycérides. Tombé à 0,4, tombé à 0,6. Ses HDL étaient à 2, qui était déjà très bon. On passait à 3,4, c'est extraordinaire, et on passait à 4,9. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu quelqu'un avec des HDL de 4,9. C'est fou. C'est LDL de 2,5 à 2,9 et à 3,9, mais j'ai sauté une étape ici. Son cholestérol total est passé de 5,1 à 6,5 et à 8,3. Et là, son médecin, il a dit, débarque de cette alimentation-là, tu vas mourir. Tu vas mourir, tu vas faire une crise cardiaque. Ton cholestérol total est dans le tapis. Si on regarde ses ratios, son cholestérol total, qui était déjà pas très élevé, son ratio 2,3 versus les HDL, est tombé à 1,9 et à 2 ici. Et ce que le professeur Scaris dit, quand tu vois ça ici, OK, le cholestérol total est élevé, mais est-ce que j'ai besoin de demander à cette femme-là de payer 100 $ pour passer un NMR, puis passer un bilan lipidique, puis mesurer chacune des particules? Non, parce que je sais que si ces triglycérides sont en bas de 1,2, ici, ils sont à 0,6, sont à la moitié, et que son HDL est élevé, son HDL est à 4. Je sais que si ces deux valeurs-là sont comme ça, puis que mon ratio cholestérol total par HDL est en bas de... est en bas de 4,5, ici, il est à 2, je sais ce qu'il va avoir dans son bilan lipidique. Et comme de fait, dans ces LDL ici, les particules 7, 6, 5, 4 et 3, il n'y a rien. Donc, cette personne-là vient de gaspiller 100 $ pour faire son NMR. C'était inutile. Son risque est à 0. Malgré que le cholestérol total est dans le tapis. Pourquoi son cholestérol total, cette personne-là, elle rencontre les critères de ce qu'on appelle un hyper-répondant. Oui, son cholestérol total a augmenté et les hyper-répondants, on l'a dit la semaine passée, c'est des personnes qui sont minces, très souvent athlétiques et ainsi de suite.
Et donc, pour un paquet de raisons, parce qu'elle consomme beaucoup plus de gras dans son alimentation, comme on l'expliquait au début, le circuit du gras est beaucoup plus sollicité. Il y a plus de camions sur la route. Cependant, tout ce que les camions transportent, c'est utilisé. Au fur et à mesure que c'est produit, c'est utilisé. Il n'y a pas de camion qui reste trop longtemps sur la route. Il n'y a pas de camions qui finissent par rouiller sa route à force de rouler, 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 sans être capable de donner leur cargaison. Il n'y en a pas de ça dans un contexte comme ça. Donc, ce n'est pas la quantité qui circule qui est importante, c'est le type et combien de temps qui reste en circulation. Ici, une femme de 70 ans a le cholestérol total de 12,5. Ensuite, son cholestérol total est monté à 17,3. C'est des valeurs extrêmes. Ses triglycérides, 0,8, 0,7, son HDL, 2,8 et son HDL, 3,7 ici. Les HDL sont super beaux. C'est LDL à 9,3 et LDL à 13,3. C'est malade. Son ratio cholestérol total, 4,3 ici. Le ratio est quand même élevé. Et son cholestérol total, 4,7 ici. Là, le ratio, il dépasse le fameux 4,5. Si on va voir ses bilans lipidiques, en haut, son risque est plus élevé. Il y a beaucoup de petites particules et après ça, malgré le fait qu'elle avait ici, elle a un cholestérol total de 17,3, son risque est beaucoup moins élevé. On compare les deux, son risque est beaucoup moins élevé avec un cholestérol total plus haut. Donc, quand on regarde ça, puis déjà, quand une femme de 70 ans avec des triglycérides très bas, puis tout, c'est déjà bon. Mais quand on regarde ça, en haut, on se dit, avec un cholestérol total un peu plus bas, on fait comme, ton niveau de risque est un peu plus élevé. Tandis qu'en bas, cholestérol total plus haut, mais son ratio total divisé par les HDL est plus bas. Ici, le niveau de risque est beaucoup moins élevé à ce moment-là. Donc, il faut toujours faire attention. Ça, on se ramasse dans un contexte où ce que c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est un peu gris. Les teintes de gris varient un peu. Donc, à ce moment-là, le bilan NMR ici devient important. En conclusion, les LDL, c'est un produit naturellement produit par le corps humain pour transporter les lipides à l'intérieur du corps. Des LDL, ce n'est pas mauvais. Donc, quand on vous parle de LDL, c'est le mauvais cholestérol, non. LDL, si vous n'avez pas, vous êtes mort. Les triglycérides élevés entraînent les SD-LDL qui, eux autres, sont dangereux. Et c'est ces fameux SD-LDL-là qui vont entraîner la plaque et l'inflammation. Les SDL, les SD-LDL, j'ai de la misère avec ça. Les SD-LDL sont trouvés, on a des SD-LDL dans l'hypercholestérolémie familiale. On peut en avoir aussi dans les LP petit a. Dans les cas de résistance à l'insuline, même chose. Dans les cas de maladie rénale chronique, dans les cas d'hypothyroïdie, c'est tous des facteurs qui vont entraîner des niveaux de SD-LDL beaucoup plus élevés et les SD-LDL prédisent les risques de maladies cardiovasculaires. Mon taux est plus élevé, mon risque est plus élevé. Généralement, le ratio pour prédire les SD-LDL, c'est les
le cholestérol total, je m'excuse, divisé par les HDL et les triglycérides, qui sont les meilleurs prédicateurs. Et l'alimentation faible en glucides, élevée en gras, réduit les triglycérides et automatiquement devrait réduire les SD-LDL. Pour répondre à la première question qui va m'être posée, est-ce qu'on peut avoir un bilan NMR, un lipoprofil NMR? Entre autres, il y a ça. Dynacare.ca, ici au Québec, c'est disponible. Et ce que vous avez besoin, c'est d'avoir une prescription de votre médecin. Et aperçu de l'analyse, puis vous allez avoir le lien, là. L'aperçu de l'analyse, le test NMR utilise la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire afin de directement mesurer le nombre de particules de LDL, leur taille, ainsi que les particules de HDL. Et vous avez tout le test standard aussi. Ainsi que le calcul de risque qu'un patient développe un diabète de type 2 en évaluant les anomalies, les marqueurs de lipoprotéines, et ainsi de suite. Et voilà. Donc, le bilan est très important, puis je vous le dis, là, parce que pas juste pour ce test-là, mais si vous devez prendre une prise de sang pour un bilan de lipidique, on l'a vu la semaine passée, je vous le répète encore, entre 12 et 14 heures à jeun. Même si votre médecin vous dit « Ah, c'est pas grave maintenant, tu n'as plus besoin d'être à jeun, c'est pas grave », oubliez ça, ça a un impact majeur entre 12 et 14 heures. 10 heures, c'est pas assez. 12 et 14 heures pour être. Pour ce test-là, vous devez l'être, ils vont vous spécifier, mais à chaque fois que vous voulez mesurer votre cholestérol, que ce soit de cette façon-là, ou de la façon conventionnelle, vous devez être à jeun de 12 à 14 heures. Ce test-là, il est disponible aussi au privé. Vous devez dépenser des sous pour le faire à ce moment-là, mais pour l'avoir plus rapidement. Mais oui, c'est disponible au Québec, mais ça prend une prescription, vous devez demander. Ce qui fait que si votre médecin vous dit, écoute, avec tes prises de sang, ton bilan lipidique, tu devrais prendre une statine. Moi, personnellement, ce que je ferais, c'est que j'exigerais d'avoir ça en premier. J'exigerais de savoir la composition de mes LDL. Et ça, vous pouvez le demander. Vous pouvez discuter de ça avec votre médecin. Vous pouvez lui dire, écoute, tu me parles de mes LDL, là, mais des LDL ne sont pas toutes égales. Il n'y en a pas juste une sorte de LDL, là, il y en a 7. OK? Qui dit que mes LDL, c'est des petites dangereuses? Que c'est les 3-4 dernières dimensions. Qui dit que mes LDL, ce n'est pas les plus grosses, ceux qui sont protecteurs pour moi? Parce que, n'oubliez pas, le cholestérol, c'est à la base des cellules de l'être vivant. Les parois des cellules sont fabriquées avec du cholestérol. On a besoin de cholestérol. Plusieurs hormones sont fabriquées à partir du cholestérol. Le cholestérol, c'est réparateur. C'est essentiel à la vie. Donc, oubliez ça, d'essayer de réduire votre cholestérol à 0, là, vous allez mourir. C'est clair et net. Ce qui fait que vous pouvez demander ce test-là à votre médecin et quitte à le payer s'il faut, mais pour l'avoir plus rapidement. Mais moi, personnellement, puis comme on a expliqué tantôt, le professeur Ascaris l'a expliqué tantôt aussi, oui, les statines peuvent être un médicament approprié si un être humain décide, lui, qu'il est hors de question qu'il n'en mange pas de pizza 7 fois par semaine, puis qu'il ne mange pas de McDo 7 fois par semaine, puis qu'il veut continuer à manger des glucides, puis des huiles végétales et ainsi de suite. Et à ce moment-là que ses triglycérides sont dans le tapis, lui, s'il veut réduire son risque de maladie cardiovasculaire, dans son contexte spécifique à lui, c'est justifié de prendre des statines. Mais ce qu'on doit vous offrir comme choix, c'est aussi de dire, tu peux prendre la pilule qui a des effets secondaires, des risques d'effets secondaires très élevés,
chez les femmes, une augmentation de 30 pas loin du risque de diabète de type 2 chez les femmes, et ainsi de suite. Des problèmes avec les muscles, des douleurs musculaires, et bon, il y en a une panoplie, là. Donc, votre médecin devrait vous donner le choix de dire il y a, oui, la médication, mais il y a aussi l'option de couper tes glucides, manger plus de gras, et à ce moment-là, tu vas réduire tes triglycérides, tu vas réduire tes SDL, TSD, LDL, et ainsi de suite. Et voilà. Donc, on va passer à la période de questions. J'ai encore busté mon temps. Je vais vous demander d'utiliser l'utilitaire de questions et réponses pour pouvoir poser vos questions. Daniel, OK. Daniel, quels sont les ratios souhaités? Triglycérides, HDL et cholestérol total. Cholestérol total et HDL, c'est en bas de 4,5. Le ratio de triglycérides, HDL, Seigneur, je ne m'en rappelle plus par cœur, c'est 0,6 de mémoire. 0,6. Est-ce que tu peux... Peux-tu me confirmer? Ah non, Sophie est partie, c'est vrai. Sophie est partie. Tant pis. Je vais. Daniel, je vais revenir dans le groupe un peu plus tard après-midi pour confirmer à 100%. Je te dirais 99,9%. Ratio triglycérides divisé par les HDL, c'est 0,6. Tu dois être en bas de 0,6 pour... avoir un niveau de risque très, très faible. Ouais, 0,5, donc ça serait très bon à ce moment-là. Mais oui, effectivement, de mémoire, c'est le seuil, c'est 0,6. Si j'ai vu une augmentation de mon cholestérol seulement après la ménopause, est-ce que j'ai du C familial? Non. Comme j'expliquais tantôt, le C familial, c'est une condition qui est génétique. Donc, tu viens au monde avec et tu meurs avec. Si c'est après un événement dans la vie, entre guillemets, donc dans votre cas à vous, la ménopause, Nancy, merci beaucoup, je dois quitter. Merci à toi d'avoir été là et bonne fin de journée. Mario, si je peux me permettre, est-ce que je peux me dire quelque chose? Ben oui, Lily, vas-y. Et c'est pas parce que vous êtes tous devenus super bons pour interpréter des bilans lipidiques que c'est permis sur le groupe. Mario nous a donné beaucoup d'informations. Souvent, des gens arrivent avec leur bilan, nous le montrent, puis ils disent qu'est-ce que je fais avec ça? Là, mon médecin veut que je prenne des statines, puis blablabla. On n'a pas le droit, même si on connaît, même si Mario nous a tout bien expliqué comment ça fonctionne, on n'a pas le droit de dire aux gens, ben non, ton bilan, il est bon, fait que à cause de ci, puis ça. On ne peut pas interpréter des bilans lipidiques sur le groupe. Je voulais juste faire cette petite mise en garde. Tu as absolument raison, Lily. Je te remercie infiniment pour ça. Et effectivement, Lily a 100% raison. Et la raison, c'est que l'interprétation d'un bilan lipidique, c'est un acte médical qui est réservé aux médecins. Et donc, à ce moment-là, si vous faites l'interprétation d'un bilan lipidique, même sur Internet, sur Facebook, vous contrevenez à la loi la loi du Collège des médecins qui réserve les actes médicaux aux médecins. Et donc, à ce moment-là, ce que je vous recommanderais, c'est d'envoyer les gens vers le site du Cholesterol Code. Et c'est ça qu'on va faire de plus en plus. Il y a un outil, pour ceux qui étaient là avec moi encore une fois la semaine passée, il y a un outil pour produire des rapports, des analyses de bilan triglycérides. Des analyses de bilan lipidique, je m'excuse. Et ça donne 3 appréciations du risque. C'est très visuel, c'est très simple, on rentre nos données. Donc, à ce moment-là, si jamais ça se produit au niveau... les informations qu'on vous a données ici, c'est pour vous personnellement. Si ça se produit sur le groupe, on va référer au site Internet Cholesterol Code. Donc, je m'excuse, André, je vais compléter votre question. Si j'ai vu une augmentation de mon cholestérol
seulement après la ménopause. Est-ce que j'ai du C familial? Non, ce n'est pas du cholestérol familial. Il peut y avoir un paquet de raisons. Au niveau de la ménopause, il y a une variation très, très grande au niveau des hormones et l'hypothèse la plus probable, c'est que c'est cette variation-là hormonale qui va entraîner la variation au niveau du cholestérol. Un peu comme on a vu tantôt au niveau de l'étude, il y avait une étude sur les hormones. Le fait que il y avait plus d'hormones qui étaient produites, faisait que le niveau de cholestérol total augmentait, que les LDL augmentaient, que les SD-LDL augmentaient, et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup plus au niveau de la variation au niveau des hormones. Chez les femmes qui tombent en ménopause, généralement, la perte de poids est plus difficile. Souvent, la thyroïde va devenir un petit peu plus paresseuse et ainsi de suite. Donc, l'ensemble de l'œuvre va entraîner ces variations-là. J'avais vu qu'il fallait des triglycérides en bas de 1,7, mais vous parlez de 1,2. Quelle est la valeur souhaitable? Daniel, la valeur souhaitable, c'est le plus bas possible. Moi, je vous dirais, ici le seuil du docteur Scaris, son seuil à lui, c'est 1,2, basé sur certaines études. Il y a des études qui vont être plus autour de 1,7. Il faut prendre une chose en considération aussi, c'est que beaucoup d'études sur sur les lipides sont faites dans le cadre d'études sur la médication, sur les statines, exemple, l'avantage des statines, et Et à ce moment-là, l'aspect des triglycérides va être souvent sous-estimé et on va fixer des seuils. Et quand on regarde sur les prises de sang, les seuils qui sont là, ce n'est pas des seuils qui sont basés sur de la science. Les seuils qui sont sur vos prises de sang, c'est basé sur des statistiques, ce qui dit que 90 % de la population vont avoir des valeurs entre ça et ça. Donc, ça, c'est la normalité. Et généralement, le 1,7, ça va être plus un seuil de normalité. Et pourquoi? Parce que 90 % de la population a des triglycérides au-dessus de 1,7 d'une manière ou d'une autre. Mais moi, personnellement, je vise que mes triglycérides soient en bas de 1. Si vous mangez LCHF, si vous mangez low carb, éventuellement, vos triglycérides vont se ramasser en bas de 1 et vous n'aurez pas de problème. Mais effectivement, je vous dirais, la valeur la plus basse des triglycérides est la mieux parce que plus mes triglycérides sont bas et plus mes SD, LDL sont bas automatiquement. Et donc, à ce moment-là, mes risques deviennent moindres. Après ça, si on était un hyper-répondant, on fait quoi? On diminue le gras? Absolument pas. Comme l'important, comme on a expliqué tantôt, un hyper-répondant, très souvent, 99 % du temps, oui, son cholestérol total va grimper en fou, mais les HDL vont grimper en fou. Des HDL de 3 puis 4, comme on l'a vu tantôt, on ne voit pas ça chez des personnes normales, on voit ça chez des personnes qui sont hyper répondantes. Et à ce moment-là, si vous diminuez le gras, les HDL suivent aussi les gras saturés. Si je veux augmenter mes HDL, je dois augmenter mes gras saturés. Et si vous diminuez le gras, vous allez diminuer les HDL. Et à ce moment-là, votre ratio va être tout croche. Et en plus, si vous diminuez le gras, le corps humain peut utiliser 2 sources d'énergie. 2 sources. Les glucides, glucose, ou les lipides. Si je ne mange pas de glucides puis que je ne mange pas de gras, je vais être amorphe, je n'aurai pas d'énergie. Si je diminue mon gras, je suis obligé d'augmenter mon glucose. Et qu'est-ce qui est le plus gros producteur de VLDL? C'est le foie. Et pourquoi le foie va produire plus de VLDL qu'il devrait? C'est quand j'ai trop de glucose dans mon sang, le foie va prendre ce glucose-là, va l'assembler, fabriquer des triglycérides, mettre le triglycéride dans un VLDL et le mettre en circulation, espérant qu'il va être stocké. Donc, ce qui augmente énormément mes VLDL et
du même fait les triglycérides, c'est si je mange trop de glucose. C'est comme si mon foie, c'était une chaudière dans laquelle je verse du glucose et là, il va fabriquer du glucogène. Puis dès que ma chaudière est pleine, tout ce qui rentre en excès, puis la quantité de glucogène dans le foie est quand même très limitée, tout ce qui rentre en excès en glucose à l'intérieur de mon foie est transformé en triglycérides et est stocké dans un VLDL pour être mis en circulation. Et dès que mes cellules adipeuses sont pleines, ces VLDL-là restent en circulation et vont passer par les étapes de diminution, tout le kit, et devenir des SDL. Donc, à ce moment-là, si on est un hyper-répondant, qu'est-ce qu'on devrait faire? En théorie, c'est de mesurer nos ratios. Et normalement, un hyper-répondant, les ratios vont être bons. Ils vont être à l'intérieur des normes. Mettons, le cholestérol total divisé par les HDL va être en bas de 4,5 et à ce moment-là, mes SDL. Mais je vous dirais que dans n'importe quel cas, si vous avez un doute, si vous regardez vos chiffres et vous n'êtes pas confortable avec les chiffres que vous voyez, à ce moment-là, la meilleure chose à faire, c'est un bilan NMR. Parce qu'avec un bilan NMR, vous avez le portrait exact. Vous le savez, vous le voyez ce qui est dangereux. C'est les SDLDL. Et pourquoi ce n'est pas plus populaire que ça? C'est pas compliqué. C'est parce que présentement, on se base sur les LDL. Et quand on regarde juste les LDL, les chances que j'aie besoin d'une statine sont où? Sont dans le tapis. C'est presque n'importe qui. C'est pas pour rien qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a dit que les statines étaient tellement bons qu'on devrait mettre ça dans l'eau courante parce que c'était sous le concept que plus mes LDL sont bas et mieux c'est. Et la dernière chose que les pharmaceutiques veulent, c'est de préciser le protocole de prescription des statines juste aux gens qui ont des SDLDL. C'est la dernière chose qu'ils veulent, eux autres. Parce qu'en faisant ça, ils prennent la population typique qui devrait prendre une statine et ils viennent de la réduire à juste un certain pourcentage. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce test-là n'est pas populaire, parce que ça serait une façon de diminuer la prescription de statine. Mais ça, le NMR, vous le voyez exactement, 3, 4, 5 et 6, les dimensions 3, 4, 5 et 6, 4, 5, 6, c'est eux autres qui causent l'artérosclérose. Les autres ne la causent pas. Et ça fait plaisir, André. OK, est-ce qu'il reste des questions? J'attends encore une seconde, puis un bilan NMR chaque année. Encore une fois, on le fait, c'est bon. Claire, OK. Dernière question. Bilan NMR chaque année ou une fois qu'on le fait et que c'est bon, ça reste bon tant qu'on mange low carb? Moi, je vous dirais, je partirais avec un bilan NMR, exemple, et avec, comme on a vu tantôt, le bilan NMR vient avec une prise de sang standard lipide, ça veut dire mon C total, Et donc, à ce moment-là, je peux faire une corrélation entre mes différents ratios et mon bilan NMR. Je sais que si j'ai un cholestérol total, exemple, de 8, qui est très élevé, mais que mes HDL sont à 2, exemple, on fait des chiffrons, je suis à 2, ça veut dire que mon ratio est à 4, donc je suis en bas de 4,5. Ce qui veut dire que dans un an, si je reprends mon bilan lipidique,
puis que mon cholestérol total il est à 8 encore, puis que mes HDL sont à 2, je suis encore à 4. Merci, André. Bonne fin de journée à toi. OK, je vais répondre à Julie après. Et donc, à ce moment-là, si j'ai juste un bilan lipidique standard, si mes chiffres restent pareils, bon, tant mieux. Je n'ai pas besoin de refaire mon NMR. Et si je vois que mon cholestérol total, qui était à 8 l'année d'avant, est rendu à 6, mais que mes HDL sont encore à 2, donc mon ratio est passé à 3, de 4 à 3. Donc, mon ratio s'est amélioré et que mes triglycérides sont encore en bas de 1. Est-ce que j'ai besoin d'un bilan NMR? Comme le docteur Sicaris l'a dit tantôt, c'est un gaspillage de 100$. Je le sais, mes triglycérides sont très bas, sont en bas de 1. À ce moment-là, je n'ai pas besoin de faire un NMR. Fait que je peux faire le suivi de cette façon-là. Non, ce n'est pas nécessaire de faire un NMR à toutes les années, à moins qu'on n'aime pas les chiffres qu'on voit. Si le contraire est vrai, mettons que mes triglycérides restent, mettons mes triglycérides seraient à 1, exemple. Donc, pas en bas de 1, mais pas très élevé non plus. Et que, mettons, je suis à 9, puis que j'ai des HDL à 2, donc mon ratio est à 4,5. Là, je suis pas mal assis à la clôture. Et donc, à ce moment-là, c'est dur là, de me fier sur mes ratios. Là, à ce moment-là, je peux redemander un NMR, aller passer un NMR, puis voir exactement ce qui est au niveau de mes protéines, au niveau de mes particules. Et à ce moment-là, réagir, peut-être regarder dans mon alimentation. Est-ce que je suis tombé un petit peu plus low carb loose? Est-ce que j'ai commencé à consommer des glucides cachés, et ainsi de suite. Et donc, à ce moment-là, réajuster, dans le fond, faire un petit peu plus de jeûne et tout ça pour justement améliorer mon fameux bilan. Donc, voici pour Claire. Parfait. Et bon, dernière question, Julie. Une fois que la plaque est installée dans les artères, est-ce qu'elle peut être réduite? Ça me fait plaisir, Claire. Est-ce qu'elle peut être réduite ou elle sera là à vie? Oui, elle peut être réduite. Ce qui va souvent... premièrement, l'élimination de la plaque, il y a une partie de la job, c'est les HDL. Ça fait plaisir, Hélène. Bonne journée à toi. La job du HDL, c'est justement de réduire cette plaque-là. Pourquoi on finit par accumuler une plaque? C'est parce que l'HDL, souvent, les HDL tombent beaucoup trop bas et ils deviennent submergés à un moment donné par l'accumulation de SD, LDL à l'intérieur de la plaque. Il y a une autre chose qui va se produire aussi, c'est qu'il va s'accumuler du calcium à l'intérieur de ça. Il va y avoir une calcification à ce moment-là. Ça fait partie du processus de... Et il y a une façon de décalcifier. Ce n'est pas garanti, mais ça aide. Et il y a eu des études qui ont été faites là-dessus aussi. Il faudrait que je les retrouve. Et c'est de prendre de la K2, de la vitamine K2. Et de plus en plus, on devrait prendre de la K2 quand on prend de la D3. Pourquoi? Parce que très, très rapidement, là, quand le calcium se déplace, normalement, le calcium devrait aller se fixer, exemple, dans les os ou dans les dents, et ainsi de suite, mais à l'intérieur des os. Et un coup que le calcium est rendu à l'intérieur de l'os pour se fixer et devenir de l'os, ça y prend de la vitamine D3. C'est la D3 qui va fixer à l'intérieur de l'os. Donc, la D3 a ce rôle-là. Mais le rôle de transporter le calcium à l'intérieur de l'os, c'est la vitamine K2 qui a ce rôle-là. La K2 participe au transport à l'intérieur. Fait que si je suis en carence de K2, le calcium ne se rendra pas à l'intérieur de l'os. Et là, à ce moment-là, si j'ai trop de D3 passé de K2, le calcium peut se calcifier un peu partout. Il peut se calcifier à l'intérieur des articulations, créer de l'arthrose. Et aussi, il va se calcifier à l'intérieur des artères.
Et il a été démontré qu'une supplémentation en K2, dans un cas comme celui-là, peut décalcifier les artères, les articulations et ainsi de suite. C'est que maintenant, ce que je conseille le plus quand les gens prennent des suppléments de D3, c'est entre autres chez Weber, ils en font un qui est un D3 plus K2. C'est D3, c'est 1000. C'est 1000 unités internationales plus 120 microgrammes de K2. Tu prends 2 de ça par jour. Et généralement, entre autres, là, une des expériences, c'est Pascal, qui est un de nos coachs, avait une calcification qui a été diagnostiquée dans une épaule et il a réussi à décalcifier son épaule de cette façon-là en prenant un supplément de K2 en à peu près 8 mois, 8 à 10 mois de mémoire. Mais c'est un processus qui est très lent. Mais en mangeant low carb et en ayant un bon niveau de K2 en mangeant de la viande, entre autres, le K2 naturel vient entre autres de la viande, mais en ayant un bon niveau de K2 et peut-être même en prenant un supplément, je ne suis pas un gros fan des suppléments, mais personnellement, j'en prends parce que j'avais une calcification au niveau du cou. Il y a espoir de réduire cette plaque-là, effectivement. Ce n'est pas garanti, mais oui, absolument, il y a espoir. Et voilà pour Julie. Merci à tous, gang. Donc, Marc-André, merci beaucoup à toi. Je vous remercie tous, gang. Je vous souhaite de passer une belle journée, un beau dimanche en famille. Restez chez vous. Si vous n'avez pas besoin de sortir, soyez prudents et on se voit la semaine prochaine. Ciao.